La science CQFD, Natacha Triou. Fin 2023, on observait pour la première fois une photo de la station spatiale chinoise en orbite, Tiangong, ou palais céleste en chinois. Quelles sont donc les ambitions spatiales de la Chine ? Avec la CSS, la China Space Station, la Chine fait une démonstration de force. Elle montre qu'elle a rattrapé son retard technologique et qu'elle est à présent indépendante. Alors qu'il s'est passé environ 40 ans entre le début du programme spatial américain et l'ISS, les Chinois ont développé leur programme très rapidement, sans échec ou presque. Avec, d'autre part, un deuxième grand volet de son programme, la Lune, et l'objectif d'y installer une base durable. Spatial chinois, sauvé par le Tiangong. Bonjour Lucie Sénéchal-Pérouot. Bonjour. Vous êtes en doctorat au CNRS et consultante auprès du CNES. Paul Vorer, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur spécialisé dans les questions spatiales à l'Institut français des relations internationales. Et Philippe Hénarejos, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Merci d'être là avec nous en studio. Et merci à vous d'être là au rendez-vous derrière votre poste en direct ou en podcast sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi écouter cette émission tout en nous suivant sur X, anciennement Twitter. On publie chaque jour de nombreuses ressources pour compléter votre écoute. C'est tout de suite à Science CQFD. Alors, quelles ont été les technologies nécessaires pour la mise en place de Tiangong ? Que sait-on des futures collaborations scientifiques et des différentes expériences à bord ? Comment la Chine a-t-elle rattrapé son retard technologique ? Et pourquoi une station spatiale chinoise ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Alors, pour parvenir à construire une station spatiale, il a fallu d'abord, avant tout, réussir un premier vol habité. Cela est chose faite en 2003, c'est notre archive du jour. Au nord de la Chine, dans le désert de Gobi, 9h du matin heure locale, dans un grondement assourdissant, une fusée longue marche s'envole vers les étoiles avec à son bord un inconnu de 38 ans qui va pourtant entrer dans la légende. Yang Liwei est en effet le premier Chinois à effectuer un voyage dans l'espace, le premier taïkonaute, un terme issu du mot taikong qui signifie le grand vide. Certes, ce voyage ne sera pas bien long, tout juste 21 heures, le temps d'accomplir 14 tours de terre. Il s'agit pourtant d'un exploit, fruit de 40 ans de recherche menée dans le plus grand secret, et ce lancement réussi est donc accueilli avec fierté par la population. C'est un événement très important pour nous. Moi, je vais organiser une sortie avec mes amis pour fêter ça. Nous sommes très fiers aujourd'hui. La Chine marque ainsi sa suprématie face à ses concurrents, l'Inde et le Japon. L'Empire céleste pourra aussi discuter presque d'égal à égal avec les États-Unis et la Russie, et pourquoi pas participer à l'exploitation de la Station spatiale internationale. Enfin, sa fusée deviendra peut-être un concurrent de plus pour l'Europe et son Ariane 5 en panne de clients. Voilà, en 2003, Yang Liwei devient le premier taïkonaute à voyager dans l'espace. Paul Vorer, ça c'est un des points de départ importants dans cette histoire. C'est un des points de départ importants qui est aussi un des aboutissements d'un programme qui avait été lancé dès 1992 en Chine, qui avait vu notamment une collaboration avec la Russie pour avoir les technologies nécessaires à cet envoi d'astronautes. Mais il y a quand même énormément de choses qui ont été développées en Chine à cette époque, notamment au niveau des lanceurs. De façon autonome, et donc on peut parler effectivement de troisième puissance spatiale à être capable de lancer des astronautes dans l'espace à ce moment-là. Il faut voir que 2003, c'est aussi une date importante au niveau du programme américain, puisque c'est l'accident de la navette Columbia. Donc on a eu un peu cette année-là deux événements qui se sont percutés dans la sphère médiatique, avec une forme de déclin du côté américain et une forme de montée en puissance au niveau chinois. Et c'est un programme en fait qui s'est poursuivi après durant les 2 décennies pour arriver aujourd'hui à cette station Tiangong dont on va parler. Lucie Sénéchal-Pérouot, une réaction à l'archive qu'on vient d'entendre. Ce qui me frappe beaucoup dans ce documentaire, c'est la personne qui est interviewée avec un accent pékinois à couper au couteau et qui parle de fierté nationale. Il dit voilà, pour nous, Chinois, c'est un grand événement et je crois qu'il est important de replacer les activités spatiales chinoises dans le récit national chinois. De la même manière que nous, en France, on a un récit national, une manière dont on se représente. Pour les Chinois, ils sont une ancienne très grande puissance. La Chine, Zhongguo, c'est le centre, l'empire du milieu, le centre du monde, qui n'a pas su, notamment en n'adoptant pas le progrès technologique
dans le domaine militaire en particulier, se défendre face à des agressions au XIXe siècle et qui donc a été subjugué et déchu de son rang. Et aujourd'hui, le programme spatial, c'est un attribut nécessaire pour reprendre sa place dans le concert des nations. C'est ce que Grégory Koulaki appelait avoir sa place à table. Sa place à table, Philippe Hénarejos. En effet, la Chine qui devient le 3e pays à envoyer un astronaute à l'aide d'une fusée de sa propre fabrication en 2003. Oui, alors moi je retiendrai de cette archive finalement l'impact que ça a eu sur nous occidentaux, qui est sans doute un impact assez feutré par rapport à Sputnik 1 ou à Yuri Gagarin, où là c'était le monde tremblait. On l'a peut-être pas reçu comme un événement énorme, mais ça nous a envoyé un signal que la Chine était une nation spatiale qui comptait, technologique. La 3e chronologiquement envoyé des hommes dans l'espace, mais la 3e tout court depuis. Ça n'a pas bougé. Donc, nous, on ne voit pas très bien, en fait. On a du mal à lire ce qui se passe là-bas. En plus, il n'y a pas une communication extraordinaire sur le spatial chinois. Donc, les informations, faut vouloir les avoir pour les consulter. Mais ce fait-là a commencé à nous dire, tiens, si on regardait quand même un peu de ce côté. Je vais continuer sur le volet historique avant de décrire cette station spatiale qui est donc exposée derrière nous. Mais avant ça, quand même, pour rester sur ce volet historique, on peut peut-être aussi rappeler comment la Chine a débuté son programme spatial avec un retard technologique important, Philippe Hénarejos. Ben oui, en fait, le retard technologique de la Chine, il est pas dû à la Chine. Il est dû, à mon avis, à la situation géopolitique au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est que Américains et Russes, et un peu les Français, ont dépecé les technologies mises au point par les nazis avec les V2. Et aussi les techniciens et les ingénieurs qui avaient mis au point ce premier missile. Et un missile, potentiellement, c'est une fusée qui va dans l'espace. D'ailleurs, les premières fusées, la R-7 qui a envoyé le Sputnik 1 autour de la Terre, c'était un missile. Les premières fusées américaines à envoyer des choses dans l'espace, en suborbital ou en orbital, c'était des missiles. Donc, il y avait un avantage, plutôt qu'un retard de la Chine, il y avait un avantage de l'URSS de l'époque et des États-Unis avec la prise de technologie des Allemands de la guerre mondiale. Et donc, effectivement, la Chine commence à faire le chemin seule. Il y a des techniciens, il y a des ingénieurs en Chine qui théorisent ce qu'on appelle la science des fusées. Ils font le chemin un peu tout seuls, un peu à l'écart. Et quand même, il ne faut pas oublier qu'ils envoient leur premier satellite, je crois que c'est en 1970 ou 71, je ne me rappelle plus la date exacte. Donc, ça fait partie des toutes premières nations, peut-être la 4e après la France, qui avait envoyé le 3e, qui est le 3e pays à envoyer un satellite autour de la Terre. Et donc, à partir de là, il y a toute une industrie, toute une ingénierie qui se fait et un chemin qui se fait majoritairement seul, mais après, plus tard, avec le concours de la Russie, avec un transfert de technologie pour arriver à cette archive qu'on a entendue, où le vaisseau Shenzhou, il a quand même des faux airs de Soyouz russe. Donc voilà, la Russie, alliée de la Chine, on va dire à la fin du XXe siècle, a permis la mise au point de ce vaisseau, qui est une évolution du Soyouz en fait. Lucie Sénéchal-Perrault. Oui, absolument. Je trouve que c'est très intéressant qu'on parle d'un retard technologique chinois quand on se place du point de vue occidental. Parce que quand on se place dans le camp des pays en voie de développement auxquels la Chine appartient, c'est assez incroyable en fait qu'ils aient pu développer justement un programme de satellite, d'autant plus qu'on se situe dans un contexte de révolution culturelle en Chine, où les milieux de recherche, les milieux scientifiques sont véritablement mis à sac. Je vous invite à consulter le problème à 3 corps, qui est oui, je l'ai lu. Formidable. Absolument, qui s'inscrit dans ce contexte. Et en fait, le programme spatial chinois est mis sous la protection de l'armée populaire de libération dans le cadre des armes stratégiques. Et c'est ce qu'on a appelé le programme de bombes satellite. Et ensuite, à partir des années 90, il y a une espèce de moment historique où la Chine a beaucoup de chance, puisque l'URSS qui se dissout cherche à vendre des technologies. Paul Vorer, en effet, le point aussi important dans cette histoire, c'est à partir du moment aussi, au cours des années 70, où le pays commence à mettre au point donc ses premières fusées longue marche.
Oui, en effet, il faut se rappeler que aussi du rôle d'un personnage qui est assez important, qui est considéré comme le père de l'astronautique chinoise, qui s'appelle Qiang Xuesen. Je pense que je prononce très mal, désolé pour les sinophones, mais qui en fait était un ingénieur du JPL américain. Et qui en fait a été arrêté à l'époque du macartisme pour supposition de sympathie communiste et finalement a assez mal vécu cette expérience, est retourné en Chine, est devenu un fervent soutien du régime en place à l'époque et a permis aussi à la Chine de démarrer ces grands programmes qui au départ, comme tous les grands programmes spatiaux, c'est articulé autour du développement de missiles balistiques avant tout. C'était la première priorité, mais comme le disait Madame Sénéchal, il y avait ce programme effectivement de bombes à un satellite, et donc le satellite ayant d'ailleurs à l'époque inscrit dans son époque comme symbole du développement technologique était aussi un enjeu extrêmement important à cette époque. Ils ont réussi à faire cela. Toute la balistique chinoise a été gardée un petit peu à l'écart, protégée des soubresauts du régime, et à partir de 1978, l'émergence de Deng Xiaoping, le développement du pays en fait, et avec le concours de l'ouverture, de la fin de l'Union soviétique pendant les années 90 et donc de la disponibilité de technologies spatiales très avancées, ça a permis de donner un vrai coup d'avance, enfin de pouce, disons, ça a donné un coup de boost au programme spatial chinois. Mais tout ça, ça a été très rapide, Lucie Sénéchal-Pérou. Quelles ont été les étapes technologiques nécessaires pour justement la mise en service d'une telle station ? Alors, c'est un programme qui est lancé, dont on commence à parler sous Jiang Zemin. Donc la première étape marquante, c'est celle que vous avez évoquée avec Shenzhou 5 en 2003 et le lancement du premier taïkonaute, Yang Liwei. Ensuite, dans une autre étape marquante, c'est Shenzhou 7 qui voit la première sortie extravéhiculaire. Donc c'est quand un astronaute sort de la station pour faire des observations. Et ensuite, Shenzhou 12 en 2021, qui marque le début de la station qui aujourd'hui se construit progressivement jusqu'à cette année. Paul Roverer aussi sur les technologies nécessaires pour la mise en place de Tiangong. On peut aussi évoquer les technologies de rendez-vous and docking et rappeler aussi en quoi ça consiste. Oui, exactement. Alors, effectivement, il y a une forme de liste de courses à remplir quand on veut créer un programme spatial, et on se rend compte que la Chine d'une certaine manière, coche petit à petit toutes les cases qui permettent de développer un programme spatial, de station spatiale et potentiellement de programme lunaire dont on parlera plus tard. Mais c'est assez impressionnant le degré de régularité. C'est pas un programme qui est mené tambour battant, hein. Il faut se rendre compte que le premier vol c'est en 2003, le deuxième vol est en 2005, donc 3 ans plus tard. À comparer avec les progrès faits aux États-Unis et en URSS dans les années 60, où il y avait plusieurs vols par an de façon très très régulière. Mais chaque vol d'astronaute, de taïkonaute, permet d'avancer et de développer de nouvelles technologies. En 2003, il y a une personne. En 2005, avec Shenzhou 6, on a 2 personnes. 2008, 3 personnes et la première sortie extravéhiculaire, comme on disait. En 2011, il y a le lancement de Tiangong 1, donc la première petite station qui est un petit peu comparable à ce que les soviétiques faisaient avec leur station Salyut. C'est une station qui en fait est envoyée d'un seul bloc, d'un seul morceau, mais qui sert de banc d'essai au développement de technologies, justement de rendez-vous et de docking ou d'amarrage, comme vous le disiez. Et alors le rendez-vous orbital, c'est effectivement une technique assez complexe qui requiert une bonne compréhension de la dynamique orbitale et des manœuvres de précision. Donc ça suppose de la propulsion, ça suppose aussi de savoir où on est, de naviguer. Et ça suppose de créer des interfaces qui permettent de connecter des vaisseaux et de faire rentrer des taïkonautes dans un vaisseau. Et ça, petit à petit, ils ont réussi à le créer. Il y a eu une deuxième station bande test qui s'appelait Tiangong 2, qui a été visitée par en fait une seule équipe de taïkonautes, mais qui ensuite a reçu la visite d'un ravitailleur. Donc là, pour le coup, c'est de l'amarrage, mais en mode automatique, non pas piloté. Et donc, ça leur a permis petit à petit d'avoir toutes les briques technologiques qui leur ont permis d'aboutir à la station qu'on voit aujourd'hui. Et de façon autonome et avec très très peu de coopération finalement. Philippe Hénarejos. Oui, tout ce factuel est intéressant parce qu'on voit que c'est un programme posé, réfléchi,
sur le long terme, qui ne répond pas à une course comme ça a été le cas dans les années 60 entre l'URSS et les États-Unis. Donc, il n'y a pas forcément ce facteur accélération et prise de risque insensé qu'on a connu à cette époque-là. Et surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il donne l'apparence, en tout cas vu de l'extérieur, vu de notre côté, d'une sérénité totale et d'une maîtrise totale. Et toute l'ingénierie qui a été développée, on voit qu'il y a, si vous regardez les salles de contrôle des lancements chinois, vous avez des consoles avec des gars de 30 ans derrière. Donc ça montre qu'on va vers l'avant, qu'on est en train de développer plein de choses. Et si vous regardez, peut-être j'anticipe un peu, mais la manière dont les sondes chinoises tournent autour de la Lune et se posent sur la Lune ou sur Mars, avec ou sans rover, avec ou sans retour d'échantillon, c'est tout simplement une démonstration éclatante. Je veux dire, les Russes et les Américains ont essuyé un taux d'échec incroyable par rapport à eux. Enfin, il faut quand même le voir. La Chine a fait seule le chemin que l'Amérique et la Russie avaient fait avant, mais eux l'avaient fait de manière beaucoup plus chaotique. Bon, il y avait tout à découvrir, mais eux l'ont fait de leur côté. Et ça, quand on voit une mission chinoise comme Chang'e 3 qui se pose sur la Lune en automatique, etc., c'est une démonstration de maîtrise incroyable. On va partir justement découvrir à quoi ressemble cette station chinoise Tiangong et quelles en sont ses caractéristiques. Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture avec Lucie Sénéchal-Pérouot, Paul Vorer et Philippe Hénarejos, nous parlons de Tiangong ou du programme spatial chinois. Nous venons de voir que pendant 60 ans, la Chine a donc diversifié ses activités spatiales. Désormais, le programme spatial chinois s'est fixé de nouveaux objectifs, celui du vol habité de longue durée avec la mise en place d'une station spatiale, Tiangong. Elle est, on a une image là derrière moi, Philippe Hénarejos. Est-ce que je peux vous demander à quoi ressemble cette station, si on peut la décrire ensemble ? Vu de loin, ça ressemble finalement un peu à une croix. C'est-à-dire que vous avez 3 modules cylindriques, mais qui sont reliés entre eux par ce qu'on appelle un nœud, avec des sorties à 90 degrés les unes des autres. Donc il y a un module, on va dire, central, et puis vous avez 2 bras. Après, il y a des panneaux solaires, et puis la croix est complétée par les vaisseaux ou les cargos qui viennent s'ajouter par-dessus pour apporter soit des astronautes, soit du fret. Donc ça rappelle quand même un peu la station russe Mir, parce que ce sont des modules qui sont cylindriques et qui sont assemblés les uns aux autres. Alors c'est moins complexe que Mir, mais là encore, ça semble être d'une belle efficacité vu tout ce qui se passe à bord, les expériences qui sont en cours et celles à venir. Lucie Sénéchal-Pérouot, en effet, c'est une station composée de 3 modules. À quel point c'est différent de Mir, comme on vient de l'entendre, ou même de l'ISS ? Ce que je trouve particulièrement intéressant, je voudrais revenir juste sur la question de la régularité qui a été évoquée, et aussi un peu celle du secret, parce qu'elles sont liées. C'est qu'en fait, la manière dont les programmes spatiaux chinois, en plus, là on parle d'exploration, puisqu'on a parlé de vol habité, et des programmes lunaires aussi, en fait, il y a du débat, il y a de la négociation, mais elle se passe en amont entre groupes d'experts, et ensuite on aboutit à une solution qui prend la forme d'un plan. On connaît les plans quinquennaux qui sont mis en application. Ça, c'est le principe du centralisme démocratique, puisque la Chine est un État communiste. Et sur la question du secret, eh bien effectivement, ils ne sont pas redevables devant un éventuel électeur, ce qui va être très différent des États-Unis, où en plus, en fonction des orientations politiques d'une présidence ou d'une autre, on va s'orienter vers un programme spatial ou un autre. Et la question du secret, il y a quand même quelque chose aussi à noter, c'est qu'on exagère un peu le secret. Il y en a un qui est institutionnel, mais il y a aussi la barrière de la langue et le fait qu'il est beaucoup plus facile de dire que les Chinois cachent les choses que d'essayer de traduire les documents qui existent et qui sont publics. Or, les plans de développement spatiaux sont publics. Et on reparlera dans quelques instants d'ailleurs des fameux livres blancs. Merci pour cette précision. Je reviens quand même sur ma question, sur les caractéristiques techniques de la station que l'on voit derrière moi.
Alors, il me semble que la station Tiangong ressemble à la station, à la station russe, puisqu'ils en ont acheté une partie des technologies, mais avec un certain nombre de différences, puisqu'elle est plus petite et qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations à faire en interne, même si les Russes aiment bien dire que les petits frères chinois les ont copiés. Les Chinois insistent au contraire sur le caractère indépendant des technologies qu'ils ont développées à partir de ces transferts. Paul Vorer. Oui, effectivement, elle est plus petite. Il y a aussi beaucoup moins de partenaires à bord. Tout simplement, la Station spatiale internationale est née d'une coopération dans les années 90 à la suite de l'éclatement de l'Union soviétique. Et il y avait deux idées qui ont présidé à la mise en place de la Station spatiale internationale. Il y avait le fait d'abord que la NASA a reçu une lettre en 93 du président de Roscosmos qui leur demandait est-ce que ça vous intéresse parce qu'on a développé la station Mir 2 mais il n'y a plus suffisamment de budget pour la lancer et pour poursuivre ce programme dans le nouvel état de la Fédération de Russie et la NASA a accepté, enfin les États-Unis plus exactement ont accepté pour deux raisons principales. Un, parce que l'ISS est devenu le symbole de la coopération post-guerre froide entre les deux ennemis d'hier. Et deux, parce que aussi, il y a toujours cette réflexion dans les programmes spatiaux et en particulier de spatial habité, c'est parce que ça permettait de donner du travail aux ingénieurs russes qui s'y connaissant dans les technologies de fusées et technologies spatiales, auraient pu être trouver du travail ailleurs, disons, dans des pays potentiellement dangereux pour les États-Unis. Il y avait un petit peu ces deux réflexions au départ de l'ISS. Donc, beaucoup de partenaires, puisque on met les alliés des États-Unis, le Japon, l'Europe et la Russie dans une station qui en plus avait d'autres modules déjà disponibles et donc on adapte, on crée de nouveaux modules, ça demande aussi une participation industrielle de plusieurs pays. Donc d'une certaine manière, on se retrouve forcément avec une station qui est gigantesque par rapport aux besoins de la Chine. Donc la Chine, il y a un côté un petit peu juste ce qu'il faut par rapport à nos besoins, par rapport à pas forcément par rapport aux capacités, puisque la Chine apparemment est ouverte au partenariat et pourrait accueillir des astronautes d'autres puissances en développement qui auraient des ambitions spatiales. En revanche, le contrôle de la station est purement chinois et est assuré d'être purement chinois. Et donc, il n'y a pas aussi le dédoublement de capacité qu'on peut voir dans le programme de l'ISS. Ouais, lorsque l'ISS a été mis en orbite en 98, la Chine n'a pas pu donc s'intégrer au projet. Un petit retour sur la genèse aussi quand même du projet Tiangong. Philippe Hénarejos, au départ, donc la première ébauche de cette station, c'est Tiangong 1. Ce prototype il est très différent de cette nouvelle station. Mais comme ça a déjà été dit, il faut apprendre avant de faire des choses ambitieuses. Et il y a la nécessité d'apprendre à faire des rendez-vous dans l'espace, à amarrer des vaisseaux. Et donc, oui, cette première station servait à ça. Donc, c'est vraiment, quand on dit la Chine a fait le chemin seule, elle l'a fait d'autant plus qu'elle a été exclue de fait de la Station spatiale internationale par les États-Unis, puisque les États-Unis considèrent la Chine comme un rival stratégique. Donc il y a de la technologie considérée comme sensible aux militaires à bord de l'ISS, et par la loi américaine, il est interdit qu'un Chinois mette un pied sur l'ISS. Donc il a fallu tester seul et faire le chemin seul de son côté. Et on voit que c'est allé vite parce qu'aujourd'hui, il y a 2 stations autour de la Terre. Il y a l'ISS qui est quand même vieillissante et puis il y a la nouvelle station chinoise. À propos de Tiangong 1, de ce premier essai, on en a beaucoup entendu parler, de sa fin de vie notamment, puisque oui. la surveillance des engins spatiaux en orbite en fin de mission, ça c'est un enjeu majeur. Et à la fin de la mission Tiangong 1, en avril 2018, la Chine n'avait pas communiqué les données précises liées à sa rentrée atmosphérique, ce qui avait inquiété la communauté internationale. Bonjour Céline Lausanne. Bonjour Natacha. Vous êtes allée à l'Institut mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris, où à l'époque les chercheurs avaient mis en place des méthodes pour suivre sa trajectoire. Oui, comme vous le dites, surveiller la trajectoire d'un tel engin spatial avait été un exercice critique sans communication véritablement claire de la part de la Chine. Mais l'astronome Florent Delefly et son équipe, à la manière de météorologues de l'espace, avaient pu réaliser un suivi très détaillé de la station spatiale grâce à des méthodes de calcul d'orbitographie avec des estimations de son survol depuis son entrée dans l'atmosphère et jusqu'à sa chute au sein du Pacifique Sud.
Alors la station spatiale chinoise qui est rentrée sur Terre en 2018 avait suscité un certain nombre d'inquiétudes quelques semaines avant sa rentrée parce qu'il n'était pas possible de prévoir longtemps à l'avance la zone de la Terre concernée par cette rentrée atmosphérique. Et on s'était pris au jeu d'essayer de prévoir justement cette fameuse zone de rentrée, ou en tout cas de prévoir les zones dans lesquelles elle ne pouvait pas rentrer. Ça, c'est tout aussi intéressant du point de vue de la sécurité des opérations. Et on avait mis du coup à l'épreuve nos algorithmes de calcul d'orbite pour essayer de faire notre propre prédiction de la date de rentrée de la station spatiale et en conséquence de l'endroit sur Terre qui était concerné par cette rentrée. Et ça avait ainsi permis de compléter les estimations faites par les autres laboratoires qui s'intéressaient à cette problématique. Et c'était un exercice vraiment très intéressant à faire pour le coup. Intéressant et puis nécessaire parce qu'il n'y avait sûrement pas assez de transparence de la part des autorités chinoises vis-à-vis de ce lancement et de la trajectoire empruntée par les différentes composantes. Toute la difficulté de la prévision d'une rentrée atmosphérique dépend de la densité des couches de l'atmosphère qui sont traversées par l'engin qui est en train de rentrer dans l'atmosphère. Et il est quasiment impossible très longtemps à l'avance de savoir à tout instant et en tout endroit autour de la Terre quelle est cette valeur de la densité atmosphérique. Donc les prévisions de rentrée atmosphérique ne peuvent pas être précises moins de 24 heures avant cette fameuse date de rentrée. Et c'est vraiment très compliqué d'avoir une zone à peu près précise longtemps à l'avance. Donc ça, c'était en 2018. Aujourd'hui, en 2023, presque 24. Est-ce que vous suivez avec toujours autant d'intérêt la station spatiale chinoise ? Alors, il se trouve que quand on fait des observations astronomiques, quand on pointe les instruments vers le ciel, on voit passer énormément d'engins. À commencer d'ailleurs par une partie du trafic aérien, mine de rien. Donc, quand on analyse ces images, on va forcément être amené à devoir analyser tout ce qui passe dans le champ qu'on est en train d'observer. Et même s'il s'agit d'un objet aux confins du système solaire, on peut être gêné par des objets qui sont beaucoup plus proches et typiquement en orbite autour de la Terre. Donc il est très intéressant, voire même indispensable, de savoir ce qui est en train de traverser le champ d'observation qu'on est en train d'analyser, ne serait-ce que pour être en capacité de retirer ces objets non souhaités dans le champ pour avoir des observations les plus précises possibles. Donc c'est un travail qu'en fait on fait en plus du travail d'observation, mais qui est très intéressant du point de vue de la compréhension du trafic spatial et qui permet d'envisager des applications qui peuvent intéresser les agences, les opérateurs. Et d'un point de vue global, on peut comme ça donner des caractéristiques de l'ensemble de la population des débris spatiaux qui sont autour de nous finalement. Et ne serait-ce que d'un point de vue statistique, ça permet de recueillir des informations extrêmement précieuses sur notre environnement proche à quelques centaines de kilomètres d'altitude. Concrètement, comment vous faites pour arriver à faire du coup ces prévisions, ces prédictions ? Alors l'une des données de base qui nous servent à faire le calcul d'orbite, c'est d'essayer de repérer dans le ciel la trajectoire des engins en prenant comme référence les étoiles qui sont dans le champ qu'on est en train d'observer et dont on connaît très précisément les coordonnées. Donc c'est presque un travail de géographe du ciel finalement, où on commence par justement repérer l'équivalent sur le ciel d'une latitude et d'une longitude sur la Terre. Et à partir de ces observations-là, on essaye de faire passer des droites, de faire passer des courbes qui permettent de modéliser sur un court laps de temps ce qu'est la trajectoire sur le champ qu'on est en train d'observer. Et puis après, tout le travail, ça consiste à essayer de relier ces petits arcs les uns après les autres, de manière à reconstituer l'ensemble de la trajectoire autour de la Terre. À vous écouter, ça a l'air assez simple, alors qu'on imagine que c'est assez fastidieux, même s'il s'agit de mesures astrométriques que vous avez l'habitude de manipuler. Les équations qui régissent ça, c'est le cœur de métier de ce que fait l'IMCCE, ce sont les équations du mouvement. C'est ni plus ni moins qu'une application du principe fondamental de la dynamique, celle qu'on apprend au lycée, force égale masse fois accélération. Et les observations sur lesquelles on s'appuie sont des observations typiques en astronomie. Plus c'est loin, moins ça bouge, plus c'est près, plus ça bouge vite. Donc c'est l'interprétation de l'ensemble de ces mouvements qu'on s'attache à comprendre et à relier les uns après les autres. Alors, il y a un côté artisanal sur les observations, il y a un côté de mécanicien céleste du point de vue des équations. Tout le savoir-faire du métier consiste à relier les deux, en fait. Et ça, c'est tout un champ
important à mettre au point entre les agences qui sont en responsabilité du calcul des trajectoires, ce que n'est pas un laboratoire de recherche d'ailleurs, et les autorités civiles. Dans le cas de Tiangong-1, ça s'était déjà produit, cette chaîne de décision, en particulier en Italie d'ailleurs, qui était un pays concerné au premier chef par la trajectoire de rentrée. La France métropolitaine n'était quasiment pas concernée à l'époque, à part l'extrême sud du côté des Pyrénées. Mais en tous les cas, c'était un bel exemple de mise en œuvre de cette chaîne de décision entre les structures de l'État qui ont en charge la surveillance du ciel. C'est, je pense, une collaboration entre le CNES et l'armée de l'air et de l'espace pour la France, et évidemment en lien avec les services de l'État en charge de la sécurité des biens et des personnes. Merci Céline Lausanne pour ce reportage. Lucie Sénéchal-Pérouot, une réaction à ce qu'on vient d'entendre, ou plus généralement sur la réaction faut-il la nuancer par rapport à la chute de Tiangong 1 ? Oui, c'est très intéressant. Je pense qu'il faut distinguer les faits et les discours. Dans les faits, on a eu de vraies problématiques de risque de collision. Et dans les discours, les pouvoirs publics américains, relayés par la presse, ont beaucoup utilisé le terme et l'idée que la Chine était une nation irresponsable. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on s'éloigne de ces inquiétudes légitimes pour passer vers de l'arme du discours. C'est-à-dire que on va désigner la Chine comme un État qui finalement serait mineur, comme un enfant qui ne serait pas digne d'être une nation spatiale. Et ça, comme on en a parlé tout à l'heure, pour la Chine, c'est une gifle en pleine figure. Mais les pouvoirs publics chinois, relayés par leur propre presse, dont nous, on a moins les échos, en partie pour des raisons linguistiques, ne se laissent pas faire. Et ils ont aussi taxé les Américains d'irresponsables en décembre 2021. Et ils sont allés à l'UNCOPUOS, donc c'est le Comité des Nations Unies pour l'usage pacifique de l'espace extra-atmosphérique, donc le Comité des Nations Unies spécialisé dans les problématiques spatiales, pour dénoncer l'occurrence de 2 manœuvres qu'ils ont dû faire sur la station spatiale à cause de changements d'orbite de satellites Starlink qui n'avaient pas été prévenus. Et ils ont demandé aux référents de ce comité de rappeler les États à leurs obligations au regard du traité de l'espace de 1967. Paul Vorer. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a des comportements qui sont par rapport à la sécurité, par rapport au lancement, qui sont effectivement pas les mêmes dans les pays européens, aux États-Unis, etc., qui ont défini des normes quand même relativement strictes par rapport à la sécurité des populations et par rapport à ce qui se pratique en Chine. Typiquement, on avait eu cet accident lors des années 90, je crois que c'était en 96, lors du lancement d'une fusée Longue Marche 3B qui était retombée sur un village, puisque le site de lancement, en l'occurrence, est entouré d'une zone habitée, qui a fait, donc en Chine, qui a fait officiellement 6 morts, officieusement probablement beaucoup plus. Et on a eu de nouveau un sujet lors du lancement de la Longue Marche 5 qui a envoyé le module Wangtian, justement de la station Tiangong, dont le corps de l'étage principal, si vous voulez, la Longue Marche 5, c'est une fusée qui est très puissante quand même, qui est une fusée massive, qui est de la classe de la fusée Ariane 5 européenne. Et donc, la retombée d'un étage, puisqu'il ne brûle pas complètement dans l'atmosphère, peut causer des dommages matériels. Donc effectivement, il y a... Et il ne faut pas oublier l'acte qui a été considéré comme le plus irresponsable de la Chine dans l'espace, qui était en 2007 la destruction d'un satellite par un missile anti-satellite, d'un test anti-satellite en fait, qui a créé de nombreux débris qui sont encore aujourd'hui dans l'espace. Alors ce qu'on évoquait, c'était ce qu'on appelle la gestion du trafic spatial, qui est encore le cadre de décision, le terrain de discussion très très importante au niveau international, et pour l'instant il n'y a pas vraiment d'accord en vue, si vous voulez, étant donné la complexité du sujet. Pour autant, il y a de plus en plus de débris dans l'espace et ça pourrait devenir un problème dans les années qui viennent.
Et des débris qui avaient d'ailleurs mis potentiellement en danger l'ISS à l'époque. Pour revenir sur la collaboration internationale qu'on a évoquée il y a quelques instants, dans Tiangong 2, il y a 2 modules qui donnent donc cette forme en T de la station, les modules Ventia et Mangtian. C'est dans ces 2 modules que vont donc s'opérer les différentes expérimentations des équipes de chercheurs chinois du monde entier. Philippe Hénarejos, la Chine a l'ambition de mettre en place des collaborations scientifiques internationales. Oui, c'est vrai que la Chine a toujours clamé, c'est du discours, mais il faut voir si ça va être suivi des faits, être ouverte aux collaborations internationales. Alors évidemment, il y en a une qui est fermée d'office, c'est avec les États-Unis, mais l'Europe, par exemple, a déjà envoyé 2 de ses astronautes s'entraîner sur les vaisseaux Shenzhou, comme s'ils voulaient voler dessus, apprendre le chinois. Je crois même que Thomas Pesquet, par exemple, a appris le chinois. Samantha Cristoforetti est allée faire un stage en Chine pour apprendre à piloter et à connaître les procédures d'un vaisseau Shenzhou. Donc l'Europe, si vous voulez, aujourd'hui, se trouve potentiellement capable d'aller voler sur la station chinoise. Pour l'instant, il n'y a aucune décision politique qui a été prise en ce sens, hein. Mais potentiellement, on est un peu dans la même position que la France à l'époque où les États-Unis et l'URSS étaient un peu en froid et où, vous vous rappelez, le premier Français qui a volé dans l'espace, Jean-Loup Chrétien, en 1982, c'était quand même sur un Soyouz russe, alors qu'on est plutôt allié des États-Unis. Ben, on a cette liberté-là et effectivement, la Chine, dans sa station, a dit, peut-être, il y avait même eu un message des astronautes chinois vers Thomas Pesquet, qui était à l'époque, je crois, en mission à bord de l'ISS, j'espère ne pas me tromper factuellement, et qu'il y avait dit, bientôt, peut-être, on volera ensemble, etc. Donc, il y a des appels du pied, comme ça, qui pourraient se concrétiser, et qui se concrétisent d'ailleurs déjà sur des sondes automatiques, hein. Je rappelle que les sondes qui sont posées sur la Lune, certaines, ont des expériences de pays européens à bord de vaisseaux chinois. Donc ils sont ouverts, ils sont même demandeurs pourquoi ? Parce que la coopération au niveau scientifique à l'international, c'est l'assurance de progrès plus rapide. Quand vous êtes tout seul, vous progressez moins. Et pour Tiangong, dès 2024, 9 projets de recherche internationaux qui impliquent 16 pays partiront vers la station spatiale chinoise. Lucie Sénéchal-Pérouot. Oui, c'est le 2e appel à projet qu'a réalisé la Chine auprès du COPUOS, dont je vous ai donné le détail tout à l'heure. Le premier était en 2020, on en a eu un 2e en 2023. Donc ce sont des projets qui touchent aux sciences, hein. Ça peut être des sciences spatiales, mais aussi de la biologie, de la médecine. Ils s'intéressent aussi aux semences. Ce qui est très intéressant dans la formulation de ces appels à projets, c'est qu'ils sont adressés à tous d'une part, en particulier aux pays en voie de développement d'autre part. Et ça, c'est un petit coup de pied sous la table aux États-Unis, puisque la Chine, comme on l'a évoqué plusieurs fois, est systématiquement exclue des programmes de vol habité. Depuis les années 90, à la suite de Tiananmen, c'est une sanction à la suite de Tiananmen. Ensuite, c'est une sanction de soupçons d'espionnage qui ont été rédigés dans un rapport qu'on appelle le rapport Cox, qui est aujourd'hui largement remis en question. Puis l'amendement Wolf de 2011, qui fait que la NASA ne peut pas dépenser le moindre dollar pour une coopération avec la Chine sans l'aval du FBI et du Congrès, mais en fait, dans les faits, personne n'ose le demander. Donc, c'est comme une interdiction de fait. Donc, la Chine fait cavalier seule quelque part, mais ce n'est pas forcément un choix. Et je confirme, de retour de Chine, où j'ai effectué un terrain, ils sont très demandeurs, effectivement, de coopération, ce qui est compliqué dans le contexte géopolitique. Oui, mais la Chine qui veut quand même être le porte-étendard du spatial dans les pays du Sud, notamment l'Inde, mais aussi les pays européens comme la France. Alors le prochain objectif, c'est donc la Lune, 2e grand volet du programme spatial chinois. Comment le programme spatial chinois s'articule autour de cette station et ce projet lunaire analogue au projet américain? Restez avec nous.
heures, la zone sale et les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici, entre l'ignorance et la violence et l'ennui. Je m'en sortirai, je me le promets, et s'il le faut j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Pas de question, ni rébellion. Règle du jeu fixé, mêlée des sons pipés. Hiver et glace, été et feu. Ici y'a jamais de saison pour être mieux. J'ai pas choisi de vivre ici, entre la soumission, la peur ou l'abandon. Je m'en sortirai, je te le jure. À coups de livres, je franchirai tous ces murs. Jean-Jacques Goldman, envole-moi, car nous parlons de l'envol du spatial chinois et de la première station spatiale chinoise, Tiangong. On en parle avec nos 3 invités du jour, Lucie Sénéchal-Perrault, en doctorat au CNRS et consultante auprès du CNES, Paul Vorer, chercheur spécialisé dans les questions spatiales à l'Institut français des relations internationales, et Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Nous venons de parler de la genèse de Tiangong. Paul Vorer, avec une mise en orbite de la station chinoise en 2022, avec une durée de vie estimée à 10 puis 15 ans, était-ce pour remplacer l'ISS, qui devait initialement, je rappelle, cesser de fonctionner en 2024, mais qui a été repoussé jusqu'en 2030 ? Non, probablement pas. C'est, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est un programme qui fonctionne en autonomie, finalement. Il n'y a pas, on ne perçoit pas de concurrence claire. En revanche, il y a effectivement cette fonction de rattrapage qui a été évoquée un petit peu plus tôt, ce que la Chine appelle le 19e siècle, le siècle de l'humiliation, etc. Et la volonté de revenir, en fait, au niveau des très grandes puissances et de devenir à terme la plus grande puissance dans tous les domaines. Et le spatial fait partie de ces domaines dans lesquels elle souhaite exceller, dépasser les autres puissances. Et quand je dis tous les domaines, c'est les domaines militaires, les domaines économiques, les domaines scientifiques et effectivement l'aspect symbolique du vol habité. Ça fait partie des attributs d'une très grande puissance, si vous voulez. Donc il n'y a pas cette notion de remplacement nécessairement. Alors il s'avère que la Station spatiale internationale n'a pas une durée de vie illimitée, que les projets américains de stations privées, en fait, d'abandonner un petit peu l'orbite basse aux acteurs privés pour se concentrer vers la Lune, sont aujourd'hui, posent aujourd'hui énormément de questions. On ne sait pas si même il y aura des acteurs privés intéressés pour conduire ce type d'activité, même si certains l'ont quand même déclaré. Donc, c'est une portée symbolique qui est massive, en fait, qui est très importante, les programmes habités. Pour autant, parler de concurrence dans le domaine des stations spatiales, aujourd'hui, c'est pas si clair que ça. Oui, c'est qu'avec ou sans l'ISS en orbite, c'est de toute façon la démonstration du développement de leur projet spatial. Maintenant, côté Lune, donc on a les États-Unis avec le programme Artemis d'un côté, de l'autre la Russie et la Chine avec le programme ILRS, International Lunar Research Station, qui vise donc un objectif similaire, s'installer durablement sur la Lune. Lucie Sénéchal-Perrault, est-ce que le spatial chinois, là aussi, est-il en concurrence avec le programme américain ? Je pense qu'une nouvelle fois, et je vais saluer au passage Isabelle Sourbès-Verger, ma maître de recherche, pour laquelle c'est une véritable obsession. Faut se souvenir que ce sont des programmes qui s'inscrivent sur un temps long. Le programme lunaire est lancé sous Hu Jintao dans les années 2000, donc c'est le prédécesseur de Xi Jinping. À l'époque, les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Même si c'est un peu tendu dans le spatial, on a presque une certaine euphorie avec l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale internationale et l'espoir qu'elle va se démocratiser et s'aligner sur les modèles occidentaux, etc. Et finalement, la station internationale, elle est une suite, la station spatiale, la base lunaire, elle est une suite assez logique d'un programme dont on a dit qu'il est quand même régulier. Après,
c'est vrai qu'on s'inscrit dans des relations qui sont plus tendues entre la Chine et les États-Unis, notamment depuis Donald Trump qui lance la guerre commerciale. Et c'est aussi là qu'on a un nouveau retour vers la Lune de la part des États-Unis. Donc, c'est un peu difficile de déterminer les enjeux géopolitiques qui sont certains et aussi la suite logique d'un programme qui a des fins exploratoires. Philippe Hénarejos. Oui, pour faire une course, il faut être deux. La Chine ne fait clairement pas la course, en tout cas ne le clame pas, et ce qu'on voit le montre, ce temps long du développement le montre. Par contre, les États-Unis, je peux vous dire, j'ai été plusieurs fois au Centre spatial Kennedy avec Bill Nelson, l'administrateur de la NASA en face de moi, et Bill Nelson, il est un administrateur un peu spécial, c'est avant tout un ancien sénateur, c'est un homme politique. Il a volé une fois dans la navette spatiale, mais c'était un sénateur, historiquement. Et son discours est clair. Il dit « Je ne veux pas que les Chinois soient sur la Lune, au pôle sud de la Lune, avant nous. » C'est son problème à lui, c'est le problème des États-Unis. Donc les États-Unis font une course dans laquelle ils s'empêtrent d'ailleurs parce qu'ils ont de plus en plus de retard, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas les budgets, ça coince de partout. Donc eux clament qu'ils font une course. Au passage, il faudrait qu'ils se souviennent qu'ils l'ont gagné il y a plus de 50 ans, puisqu'ils sont arrivés les premiers sur la Lune. mais les États-Unis ont besoin d'un adversaire. Et je pense que ce n'est pas uniquement de la géopolitique, de la géostratégie, c'est aussi à usage interne. Quand vous désignez un adversaire, vous réunifiez la famille. Et les États-Unis en ont besoin aujourd'hui, politiquement. On voit très bien ce qui se passe depuis les événements du 6 janvier au Capitole, etc. Il y a un risque, à mon avis, d'explosion je ne suis pas spécialiste des États-Unis, mais de ce contrat qu'il y a entre les États fédéraux et l'État fédéral. Quoi de mieux que de désigner un adversaire à battre pour être tous ensemble. Paul Voret. Oui, tout à fait. Vous citiez Bill Nelson. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que l'administrateur de la NASA, en janvier 2023, déclarait que la Chine pourrait les battre sur la Lune. Et il y a 5 jours, il a déclaré la Chine ne peut pas nous battre sur la Lune. Donc, ça dépend des moments où... Il a dit je ne pense pas. Voilà, je ne pense pas. Effectivement, ça dépend des moments où la NASA demande son budget, enfin, les périodes budgétaires. En fait, la question de la course, elle est vraiment intéressante parce que, comme le disait Madame Sénéchal, c'est pas du tout évident que les décideurs soit dans une posture de course, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. Le programme Artemis, il faut voir qu'à l'origine, c'est avant tout pour réaligner les intérêts institutionnels et industriels américains vers un but commun et disons, remettre en ligne derrière la NASA les industriels qui, en particulier Elon Musk avec SpaceX, commençaient à avoir leurs propres ambitions, alors même que la NASA n'avait pas de but prédéfini. Donc, il y avait ce côté très politique interne, effectivement, aux États-Unis, au programme Artemis. En revanche, quand il y a 2 programmes comme ça et que le programme américain qui, malgré toute son ambition, n'a pas nécessairement la cohérence technique qui lui permettra d'atteindre ses objectifs à la date précise, et un programme chinois qui avance petit à petit, il n'est pas évident que les objectifs originels de ces programmes, il est possible qu'ils échappent aux décideurs tout simplement, et que de fait, on n'ait pas eu l'envie de faire une course, mais qu'on se retrouve embarqué dans une course à l'espace malgré soi. C'est un petit peu la thèse, si vous voulez, de Graham Allison dans son livre sur le piège de Thucydide. C'est pas forcément parce que les décideurs souhaitent quelque chose que cette chose-là arrive nécessairement, et que ce qu'ils avaient essayé de construire comme récit est celui qui est adopté à la fin. Alors là, vous évoquez en effet SpaceX et le New Space. Il y a des partenariats privés pour le programme Artemis, mais pour la Chine, qu'en est-il, Lucie Sénéchal-Peyroux? Alors, l'association d'acteurs privés n'est pas prévue, pour le moment en tout cas, sur le programme lunaire chinois. Par contre, il y a ce qu'on appelle un spatial commercial en Chine, qui est la version locale d'un phénomène initialement américain, le New Space, qui s'est globalisé dans la décennie 2010. Et on a considéré que c'était une expérience réussie d'associer des acteurs privés dans un domaine qui était à l'origine l'apanage du spatial, donc la France, l'Allemagne, mais aussi l'Inde, le Japon et la Chine ont adopté des stratégies nationales pour mettre cela en œuvre. Donc pour le programme lunaire, a priori, c'est pas prévu pour le moment, mais là où il y a une question qui brûle les lèvres de tout un chacun
dans les milieux informés en Chine, c'est la participation notamment des entreprises de lanceurs privés à la méga constellation chinoise China Satnet, aussi connue sous le nom de Guo Xinwang ou de Guo Wang. Donc cette méga constellation qui a été vue par beaucoup d'acteurs comme une réponse à SpaceX, alors que c'est plus compliqué que ça, c'est le projet national chinois pour une méga constellation d'Internet satellitaire en orbite basse qui s'inscrit, là encore, dans une multiplication de tels projets à partir du milieu de la décennie 2015. Sauf que, à l'époque, la Chine ne prend pas vraiment le sujet au sérieux. C'est-à-dire que les entreprises d'État ont des petits projets, mais c'est pas plusieurs centaines de satellites, c'est pas des choses gigantesques. On a des entreprises privées, dont Galaxy Space, qui se lancent sur le projet. Mais dans les discours, déjà, il y a très peu de discours sur le sujet, ce qui indique qu'ils s'y intéressent pas énormément. Et le peu qu'ils en disent, on sent qu'ils ont des doutes sur la faisabilité technique, sur l'intérêt, etc. Mais il y a un changement à partir de 2020, là où ils décident de mettre un seul projet en place, d'en parler dans les textes, dans un certain nombre de textes stratégiques. Et surtout à partir du conflit ukrainien. C'est-à-dire que dans le conflit, ils se rendent compte, les décideurs publics chinois se rendent compte qu'il y a un intérêt de sécurité, de défense, voire même de souveraineté à pouvoir assurer la continuité de l'accès à Internet en cas de conflit. Et là, ça devient un enjeu de sécurité nationale et l'activité des opérateurs de satellites est limitée. On ne sait pas si on va revenir. On a cette nouvelle entreprise avec un panel administratif très divers, donc on s'éloigne des entreprises d'État classiques. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces nouvelles entreprises de lanceurs qui sont performantes, puisqu'on a Galactic Energy qui a réussi son 10e lancement cette année et Landspace qui a fait une première mondiale cet été avec un lancement au méthane, vont participer ou non au lancement de ces quasiment 13 000 satellites. Des lanceurs d'une entreprise privée, ça ce serait donc une première d'intégrer des entreprises privées pour des projets d'État en Chine. Merci à vous trois. Avant de rejoindre Alexandra Delbo pour sa chronique avec Science, j'invite nos auditeurs à lire votre article, Paul Vorer, article en ligne qui s'intitule 2024, année charnière pour le domaine spatial. Je vous remercie Lucie Sénéchal-Pérouot, Philippe Hénaré-Evjos et vous Paul Vorer. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbo qui nous parle d'un tout autre sujet, des multiples personnalités des fourmis. C'est la chronique avec Science.